Donc, je vous propose un point d'étape pour répondre à certaines questions et vous donner mon ressenti sur le projet Aristarchus. Finalement, on n'a pas forcément évoqué ces points-là ensemble. Donc, ce que j'aborderai, c'est le sens et la valeur du projet, du point de vue, on pourrait dire, de notre équipe en tant que chercheur du LDR et du point de vue de la Convention. Ensuite, le point le plus important pour le moment, la production pédagogique et didactique, donc la ressource 2. Ensuite, je rentrerai un peu dans le détail de la pratique du planétaire sur les notions, à nouveau, mais comment elles sont incarnées, et a priori celles qui sont abordées dans nos séances. Et puis j'évoquerai la formation, donc, qui est bien confirmée du 22 au 26 août cet été en 2022. Alors d'abord, le sens et la valeur. Alors ces mots, en fait, je les prends d'un séminaire, du séminaire international des LEA, lieu d'éducation associé. Alors pourquoi? Parce que de mon point de vue, donc j'ai dit du point de vue des chercheurs, mais là je vous donne évidemment mon point de vue. Le projet Aristarchus, comme tout projet Erasmus, est un projet de recherche collaborative, donc d'une certaine manière comme un LEA, mais international. On a des partenaires qui sont des chercheurs, des enseignants et plus tard des médiateurs. Et le principe de ce projet, donc à nouveau comme tous les Erasmus, c'est un aller-retour donc entre recherche, terrain, voilà, avec une volonté de production. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc moi, ce que je pense faire et comment est-ce que vous pouvez voir ça? Donc, la principale chose, notre tâche, on va dire, notre responsabilité, c'est de concevoir des séances, de les observer et d'analyser comme ça les pratiques qui sont faites sur le planétaire par des enseignants plus ou moins expérimentés, plus ou moins experts, et en particulier peut-être, enfin forcément, une analyse plus fine sur ce qui va se passer en France. Et également donc analyser les retours que nous aurons des partenaires étrangers. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut chercher? Donc, qu'est-ce qui peut, en fait, on pourrait dire, nous être utile en tant que communauté de recherche? D'une part, il y a la dissémination du planétaire humain, ça paraît logique, mais c'est quand même important de disséminer nos productions, en tout cas les ressources qu'on peut proposer. Mais on peut aussi chercher des terrains nouveaux, terrains plus grands, pour analyser cette mise en place et avoir des retours qui devront nous permettre de remettre en question nos conceptions sur l'approche incarnée. C'est donc ce qu'on peut récupérer, on pourrait dire, d'un projet comme celui-là. Après, quelles orientations peuvent être données au projet Aristarchus? Une orientation d'une mise en place concrète, qui peut être l'orientation qu'on peut trouver, nous, la plus importante, qui donnera le plus de valeur à ce projet. Et aussi l'orientation d'une analyse par comparaison, parce qu'on aura plusieurs terrains, plusieurs pays. Donc, ça peut être l'orientation qui nous intéresse. Il y a également l'orientation de rechercher à augmenter, d'enrichir plutôt, le nombre de sujets qui peuvent être abordés à travers le planétaire humain et à travers la mise en commun des retours qu'on aura des enseignants. Donc, pour ma part, c'est essentiellement cet enrichissement des sujets qui me paraît, qui est vraiment ce que j'espère trouver dans ce projet, et également donc la partie de mettre en question nos conceptions sur l'approche incarnée, vérifier, confirmer que les sujets proposés sont bien en accord avec ce que les enseignants recherchent ou ce qu'ils ont besoin ou ce qu'ils peuvent mettre en place, et également avoir des retours par des enseignants expérimentés qui mettent en place les séances, ce qui est encore aujourd'hui trop rare. Donc, du point de vue de la convention, donc la définition du projet stricto sensu, il y a 4 aspects. Le premier, le project management, donc le management du projet qui est fondamental dans une collaboration pour vérifier que notre collaboration est régulière, avec des rencontres virtuelles tous les 2-3 mois, 3 mois, a priori qu'avec les porteurs, des rencontres internationales avec 2 ou 3 personnes par pays. Donc la prochaine sera en Allemagne puis à Chypre. Des rapports réguliers qui doivent être faits par le coordinateur pour vérifier l'avancement. Et donc une collaboration effective qui sera évaluée, démontrée par les fiches de temps.
Donc ça, c'est vraiment le côté purement évaluation de l'efficacité de notre collaboration. Il y a un autre aspect, donc c'est l'aspect de multiplication. Donc, il faut disséminer le projet. Donc ça, on a en fait 3 événements en France. On pourra en reparler plus tard. Et les résultats du projet. Donc, le premier, en fait, est très proche de cette évaluation de la collaboration, puisque c'est le cadre méthodologique. Et en fait, c'est très important également de définir comment quelqu'un, chercheur ou enseignant, médiateur, participe au projet. Qu'est-ce qu'il doit faire et comment est-ce qu'il peut le faire pour considérer qu'il participe au projet. Alors, cet aspect donc, de collaboration effective, régulière et dont la méthodologie est définie fait partie de l'évaluation du projet et c'est plutôt la Grèce qui est en charge, en tout cas, de coordonner cet aspect-là. Il y a le résultat donc, du projet en termes de mallette pédagogique. Donc ça, c'est a priori, c'est la France qui est porteuse de ce résultat. Bon, donc ensuite, on a 2 résultats, mais qui sont moins, sont pour plus tard. Donc, une application de réalité augmentée et une plateforme d'enseignement en ligne. Donc, et la dernière valeur du projet, c'est évidemment les formations des enseignants et peut-être plus tard des médiateurs, qui est nécessaire pour que tout ça ait du sens, pour que cette collaboration existe. Bien, je reviens sur notre production principale actuelle, ce qui est donc ce Educational Toolkit. Alors, d'abord, les enseignants et les séances. Donc, qui sont ces enseignants qui vont travailler avec nous et quelles sont ces séances? Alors, en termes d'enseignants, la Convention impose au minimum 2 enseignants pilotes par pays, donc des enseignants qui vont vraiment coordonner l'application dans leur pays, et ensuite 8 enseignants impliqués par pays. Donc, en gros, ce qu'on avait dit, c'était 4 classes par école et un pilote par école. La formation elle-même, en fait, peut accueillir jusqu'à 5 enseignants par pays. Mais dans ces enseignants qui viendront, il y aura aussi les coordinateurs des pays. Les musées, pour l'instant, seront dans un second temps. Voilà, pour l'instant, dans les autres pays, il n'y a pas de médiateurs qui vont participer tout de suite à la mise en place. En France, on a 10 enseignants impliqués. Donc, j'ai mis là la liste. Donc, 2 professeurs des écoles, un enseignant dans une école privée spécialisée pour les enfants 10, les élèves 10. Et donc, dans ce cadre-là, il enseigne à la fois les sciences et les mathématiques avec une optique de projet en cycle 4. Et ensuite, on a dans le secondaire 2 enseignants de mathématiques, un enseignant de SVT, 4 enseignants de physique-chimie. Donc, une certaine variété, centrée quand même sur cycle 4. Pour les professeurs des écoles, on sera cycle 3, même si l'enseignant pilote sera probablement en cycle 2, mais il concevra des séances en fait, qui seront, en tout cas dans le cadre du projet Aristarchus, des séances qui seront pour un cycle 3. Au niveau localité, on a 5 enseignants sur Paris, Île-de-France, 2 à Bordeaux, 2 à Nantes et 1 autour de Toulouse. En termes de séances, alors, la convention, pareil, nous demande 6 séances minimum de 45 minutes. On a pris ce chiffre parce que typiquement 6 séances, c'est raisonnable, a priori, pour une séquence annuelle, c'est-à-dire une mise en place sur l'année par exemple 2 séances par trimestre, quelque chose comme ça. Ça n'empêche pas qu'un enseignant, au contraire, puisse décider de faire 6 séances en 2 mois s'il préfère. Voilà. Ça, chaque enseignant, à nouveau, sera libre de ce point de vue-là. Matériel, donc, qui sera conçu selon une méthode donc, itérative, design-based research, donc itérative, basée sur le terrain, les retours du terrain, un objectif d'application utile pour les enseignants ou pour les enseignants médiateurs, et également une méthode flexible. Donc, vous verrez à la fois des séances qui permettent une application directe, une séance prête à l'emploi, mais une autorisation, on va dire, une liberté pédagogique des personnes qui vont les appliquer dans leurs écoles, sur leur terrain, très grande, avec simplement l'obligation d'un retour sur les changements qu'ils auraient effectués, pourquoi ils les ont faits et ce qu'ils proposent. Voilà, donc à la fois, donc je répète, quelque chose de à la fois concret, efficace pour qu'il soit applicable, mais en même temps flexible, avec une liberté de chacun de faire évoluer les productions. Alors, les enseignants
seront sans expérience du planétaire quand ils vont arriver, j'y reviendrai, à part en France où tous les enseignants qui sont impliqués en fait ont déjà utilisé le planétaire, d'où l'idée que les séances doivent quand même être prêtes à l'emploi. Et évidemment, un enseignant expérimenté va simplement avoir plus de liberté, plus de propositions dans l'application de ces séances. Mais il faut prendre en compte le fait que les enseignants, surtout de Chypre et de Grèce, seront totalement ignorants du planétaire humain avant la formation. Donc, il faut qu'il y ait une description des notions qui sont enseignées. Ces notions vont être mises en lien avec les programmes par chaque partenaire. Donc, il faut qu'il y ait un lien avec les programmes. Mais nous, en France, on doit donner les notions qui seront enseignées et c'est chaque partenaire qui fera le lien avec les programmes. On a déjà vu avec nos partenaires lors de la première rencontre internationale que globalement, les notions qu'on imagine pour le planétaire sont tout à fait cohérentes avec leur programme. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut également une description des conceptions des élèves sur les notions abordées pour que l'enseignant sache, d'un point de vue là, plus didactique, justement, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces séances, quelles sont les difficultés ou au contraire les a priori qu'on peut attendre sur les connaissances des élèves sur ces notions-là. Et ça va nous permettre également, et ça c'est important, de préparer des tests conceptuels sur ces notions qui seront appliqués en pré-test, post-test pour l'évaluation générale, globale du projet. Alors maintenant, d'un point de vue chronologique par rapport à cette production, chronologie par rapport aux enseignants. Donc, je vous l'ai dit, ils arrivent à la formation en étant débutants. Il faut considérer ça. L'année 2022-23, ils appliqueront les séances qu'ils ont apprises, enfin qu'ils ont découvertes pendant la formation, et nous en ferons des retours réflexifs. En fait, cette formation plus ces retours réflexifs leur donneront un certificat validé par CY, Cergy, Paris Université, qui vaudra 4 ECTS. Ça a été accepté la semaine dernière. Donc voilà, formation plus retour réflexif, ça fait un tout. Ensuite, en août 2023, une deuxième formation en Allemagne avec retour sur les séances et l'apport de la réalité augmentée. Et l'année 2023-24, seconde application, second retour réflexif. Voilà. Ce qui veut dire que du point de vue des séances, maintenant, si on prend la construction de ces séances, avant la formation, donc avant août, il nous faut une version 0, celle qu'on est en train de construire, version prête à l'emploi, donc efficace en fait, à compléter par ce guide d'utilisateur du planétaire. Voilà. Donc une version, on va dire 0, qui dit juste, voilà ce que vous allez faire. Pendant la formation, les enseignants pratiqueront cette version 0 et en feront probablement déjà d'ailleurs des retours immédiats. 2022-23, pendant que les enseignants appliquent, il y a une récolte à la fois de tests, de traces, voilà, faites par les enseignants. Les enseignants qui appliqueront, récupéreront des traces sur notre demande ou traces qu'ils auront eux-mêmes créées. En France, on aura une observation plus directe. Sur certaines écoles pilotes, on ira, nous, observer. Et également, évidemment, le retour des enseignants. Donc, tout ça fera un ensemble qui permettra d'aboutir en août 2023 à une nouvelle version 1, dans laquelle, petit à petit, on commencera à ajouter les apports de la réalité augmentée qui va être construite par l'Allemagne. Bon, j'ai mis publication et colloque dans le sens que tout ça, évidemment, il faut qu'on l'intègre à nos travaux de recherche, et donc essayer le plus possible, autant pour valoriser le projet que pour valoriser nos travaux de recherche, de les mettre dans des publications et colloques. 2023-24, on recommence. Donc, les mêmes types de données avec l'apport de la réalité augmentée et l'ajout, alors, dans chaque pays, j'espère, pour comparaison et puis tout simplement pour que chaque pays s'implique, la création de vidéos illustratives qui serviront pour la plateforme de e-learning. Voilà. Et donc, avant septembre 2024, puisqu'on n'a pas de formation fin 2024, avant septembre 2024, la création d'une version 2 que les enseignants pourront remettre en place, évidemment. Mais là, ça ne sera pas dans le cadre de ce projet Erasmus, parce qu'on s'arrête en février 2025. Donc, de septembre 2024 à février 2025, l'objectif est plutôt de finaliser la plateforme d'apprentissage en ligne pour la pérennité du projet
au-delà de février 2025. Alors, concrètement, cette version 0 et les prochaines versions, j'espère, des séances, moi, je vous ai proposé donc cette structure qui est à discuter. J'ai l'impression qu'il faut surtout discuter des termes et de ce qu'on met dedans. Mais sinon, la structure, c'est tout d'abord, en tout cas, les aspects en astronomie, mathématiques, sciences et arts. Alors pourquoi? Parce que c'est des aspects STEAM et que ça, c'est une obligation dans le cadre d'Erasmus+, de ce côté interdisciplinaire, STEAM, etc. Je pense que la partie STEM ne pose pas de souci. Vous voyez à quoi ça correspond. La partie astronomie, c'est les choses spécifiques vraiment d'astronomie. La partie art, on entend par ça tous les aspects musicaux, graphiques, chorégraphie, etc. Évidemment, peut-être qu'il y aura des séances qui n'auront pas d'aspect artistique, hein, mais voilà, plus on peut montrer qu'il y a un aspect artistique, mieux c'est. Et puis de toute façon, c'est logique, puisque quand même le planétaire, il y a dedans un aspect justement de mouvement, donc de pratique artistique. Mais à nouveau, ce n'est pas une obligation, mais c'est bien. Pour le curriculum et l'âge, là j'insiste aussi, nous pour le moment, il faut simplement indiquer les notions, donc plutôt cette partie-là, et ce sont nos partenaires qui nous diront ces notions-là, à quel âge ils correspondent, à quelle partie du curriculum ils correspondent, etc. Mais nous, donc, en France, il faut qu'on fasse le travail pour le programme français. Ensuite, les prérequis, c'est un peu la même chose. En fait, nous, on va dire qu'est-ce qu'il est nécessaire de savoir pour mettre en place cette séance. Et chaque partenaire vérifiera que c'est cohérent. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'âge indiqué ici, les élèves, a priori, auront ces prérequis. Alors ensuite, là, les mots sont probablement à changer. Ce que j'entendais, donc, c'est dans What is Learned, la définition des savoirs propres pour que tout le monde soit au clair sur ce qui doit être enseigné, et également les conceptions des élèves, c'est-à-dire selon les études qui ont été faites en didactique, quelles sont les conceptions a priori sur ces sujets-là. Je pense en particulier pour les saisons, donc la conception que la Terre est plus proche du Soleil en été. Pour les vitesses, la conception que si je mets moins de temps pour faire un trajet, c'est forcément que je vais plus vite. Voilà, ça fait partie des conceptions connues. Donc, le but, c'est plutôt de faire un recensement des conceptions connues. How it is learned through the human array. Donc là, j'entends les spécificités de l'approche incarnée. Alors, peut-être pour le moment, on n'est pas obligé de rentrer dans des détails. Peut-être que cette partie-là sera vraiment nourrie par les applications. Mais pour le moment, l'idée, et j'en reparlerai après, c'est d'expliquer pourquoi l'utilisation du planétaire permettra une perception nouvelle de ces notions, et en particulier une perception que j'appelle plus fine, c'est-à-dire une perception qui centre l'attention de l'élève sur l'obstacle, c'est-à-dire sur l'élément du savoir que d'habitude il ne voit pas dans ses expériences de tous les jours. Donc, c'est lui proposer une expérience à travers le planétaire qui lui fera vivre des perceptions qui vont lui permettre de porter attention au savoir. Donc, quand j'ai dit obstacle, en fait, c'était probablement effectivement plutôt les difficultés a priori de la séance. Donc, peut-être qu'il faut changer ce mot. Hein. Voilà. Quelles sont les difficultés qu'on peut donner à l'avance aux enseignants? On sait par expérience que les élèves auront des difficultés sur certains points pendant chaque séance. Voilà. Et puis à la fin, donc pédagogie, donc un exemple de mise en place prête à l'emploi. Et ça, c'est pareil, hein, ça sera nourri après par des applications successives. Voilà. Donc c'est cette structure-là, si vous en êtes d'accord, on pourrait la conserver, la remplir, et puis donc elle pourra être modifiée par la suite s'il manque des éléments. Mais par contre, dès aujourd'hui, je pense qu'effectivement, je propose, selon ce que vous m'avez fait comme retour, déjà de changer le mot didactique et de changer le mot obstacle. Le reste m'a l'air plus clair. En ce qui concerne la pratique incarnée, pour revenir un peu dans le détail, il faudrait qu'on arrive à ça, à compléter en fait cette liste assez rapidement, dans le sens qu'en juin, mi-juin, une réunion avec les collègues allemands et un enseignant grec pour réfléchir aux tests conceptuels qu'on va préparer pour donc tester les élèves, mais aussi les enseignants d'ailleurs.
Donc, il faut savoir quelles sont les notions qui sont appliquées sur le planétaire, et en particulier celles qui seront particulièrement travaillées à travers l'expérience vécue incarnée. Alors, je propose qu'on peut-être, enfin j'ai mis cycle 4 là sur le diaporama, peut-être on pourrait dire cycle 3-4 en fait. Voilà. Et puis, on peut aussi noter évidemment toutes les notions qui seront impliquées dans la pratique sur le planétaire, même si elles ne sont pas incarnées. Hein. D'accord. Voilà. Alors, dans les pratiques incarnées, pour moi, c'est à discuter, il me semble qu'on a la cinématique, toutes les notions de distance, durée et vitesse qui sont incarnées par le mouvement sur les points et par le rythme qu'on entend. Donc, l'attention au niveau de la perception, elle est portée sur les points qui forcent à avoir une attention sur la distance et l'écoute qui force à avoir une attention sur la durée. Et donc, il y a également le ressenti d'une vitesse qui est également incarnée, c'est-à-dire que la notion de vitesse, elle est vécue directement par une perception corporelle. De là, va arriver des relations de proportionnalité qui, évidemment, là, ne sont pas incarnées, mais chaque grandeur est incarnée. Et il y a des grandeurs qui sont en relation, telles que la vitesse qui est en relation avec la durée et la distance, qui sont donc incarnées. Les notions de nombre, la notion de nombre est incarnée par le fait qu'on compte les pas. Voilà, c'est à travailler encore. En tout cas, je pense que cette notion de nombre, elle sera présente. La forme géométrique est incarnée. Pourquoi? Alors, j'y reviendrai un petit peu dans le détail pourquoi c'est incarné. Donc, je passe plus rapidement. La forme géométrique à travers tout simplement l'observation et le déplacement sur des formes différentes. Le repérage dans l'espace, la notion d'échelle, la notion du lien entre Terre, Soleil et le fait qu'il n'y a pas que la Terre et le Soleil. Et ça sera incarné puisque chacun vit les planètes successivement. D'accord. La notion de jour-nuit et de saison. Et on montrera dans les séances qui porteront sur ça comment ces notions-là sont vraiment mises dans les perceptions des élèves. À nouveau, je vais le montrer dans un instant. Les années, qui a été une de vos discussions, que je ne vais pas finir là, mais je vous donnerai un élément de réponse. Et cette rétrogradation, qui effectivement est probablement un peu trop complexe à discuter. Dans les autres notions, il y a les notions des objets du système solaire, qui ne sont pas, par exemple, telluriques, gazeux, les différents types de planètes. Ça, ce n'est pas incarné. Ça, c'est un savoir qu'on pourra donner en plus à travers la motivation créée par le planétaire. J'en ai pas mis d'autres, mais il y en a sûrement d'autres. Donc, ça sera à nouveau à compléter. Alors, voilà, maintenant, je reviens un peu plus concrètement par rapport aux séances. Vous les avez relistées. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce tableau, en fait, il est à compléter. Et il est à finaliser. Je pense que c'est une des productions qu'on doit faire. C'est-à-dire dire pour chacune de ces séances quelles sont les notions fondamentales et quelle est l'approche incarnée. Et donc, c'est ce qu'on va mettre dans les fiches. Dans les fiches, première partie, les notions. Et puis la partie « How is it learned through the human eye ?» Donc, quelle est cette approche incarnée? Donc, on retrouve les notions de tout à l'heure dans la séance découverte. Les objets, la durée, la distance, la chorégraphie, le rythme. Pourquoi c'est incarné? Parce qu'on va prendre le temps de la marche. On va sentir la distance parcourue, le temps qui passe. Et les propositions donc, pédagogiques de mise en place sont là pour aider l'enseignant à faire prendre le temps lors de cette séance de découverte pour que ces notions-là, ces grandeurs, qui d'habitude sont mesurées, que là, elles soient vécues. Voilà. Ensuite, quand on arrive à l'âge, donc cette notion de durée qui a été vécue précédemment à travers l'écoute, là, à travers l'écoute du rythme, maintenant, en fait, elle va être reliée à une notion d'âge, c'est-à-dire qu'en fait, l'âge qui est une notion abstraite, j'ai 1 an, 2 ans, ça ne signifie pas grand-chose, à part que j'ai un cadeau et un gâteau. Et bien là, l'idée, c'est de la relier au phénomène de rotation, donc d'ancrer cette expérience vécue avec cette attention entre l'âge et faire le tour du soleil. Et donc, comme vous l'avez très justement fait remarquer, se rendre compte que cette notion d'âge, elle est totalement dépendante, en tout cas le nombre, et là on revient peut-être d'ailleurs au nombre, le nombre d'années est dépendant de la planète sur laquelle je vis. Par contre, la durée totale qui s'est passée est la même, quelle que soit la planète sur laquelle je vis.
Donc là, l'idée, c'est de rendre attentif au fait que tout le monde tourne pendant la même durée, mais que s'il compte le nombre de tours, et par exemple Mercure, lui, il n'a pas du tout la même perception du nombre de tours sur la même durée que Mars, qui a une perception d'un nombre de tours très petit sur la même durée. Donc pour la même durée, ils vivent un nombre de tours différent. Voilà. C'est un exemple d'approche incarnée que j'ai essayé de décrire là dans la séance sur les âges, et donc à reprendre évidemment. Pour saison, jour et nuit, donc là, il semble, j'ai mis les notions, hein, mais il me semble, et ça a été travaillé par des professeurs des écoles récemment, que le grand principe là incarné serait de relier les repères classiques centrés sur la Terre, centrés sur le Soleil, les relier à notre repère égocentré qui est le repère naturel, et que cette connexion se fasse dans l'expérience vécue pour se rendre compte de ce qui se passe quand je change de référentiel. Voilà, ça serait ça la proposition qui ferait vivre jour-nuit et année et saison d'une façon différente des maquettes traditionnelles, où là, il est très difficile d'être dans un repère égocentré. Bon. C'est une proposition pour renforcer l'approche incarnée. Et la notion d'angle qui est évoquée ici, c'est également une proposition pour voir qu'on peut décrire le mouvement du Soleil avec les mathématiques à travers l'angle et réfléchir comment cet angle, à nouveau, sera incarné par l'expérience sur le planétaire. Bien. La rétrogradation, je l'ai mise parce qu'on en avait parlé, mais plus le temps passe, plus il me semble que c'est trop compliqué pour une première séance. Et dans les formations, en général, ce n'est pas une expérience qui est vécue de façon très forte. Bon, à réfléchir à nouveau. Ensuite, les vitesses des planètes. Là, c'est plus simple d'une certaine manière. Faire ressentir les vitesses et les variations de vitesse et comparer ça aux mesures pour faire une connexion entre mesures de grandeur, des graphes ou tableaux qui montrent des relations et un vécu de vitesse constante ou vitesse variable. Ensuite, pour la construction et pour une séance là, à laquelle on a réfléchi un peu avec Frédéric c'était Frédéric Hérita qui avait réfléchi aux notions d'échelle, de distance et de taille. Et en fait, en discutant avec Frédéric, la proposition serait de relier ça à la présence ou absence, en l'occurrence, de la Lune, mais même des lunes de toutes les planètes. Voilà. Et là, pour la construction et pour la Lune, il semblerait que l'aspect incarné, ça soit essentiellement le fait d'être dans un méso-espace, dans un espace très grand, qui permet de vivre autrement ce qu'on pourrait faire sur papier. Voilà. La partie modélisation, je ne pense pas que ce soit une séance, c'est plutôt une description du planétaire pour les enseignants, pour expliciter les choix qui sont faits dans ce modèle du système solaire. Je ne pense pas qu'il faille le compter comme une séance. Voilà. J'ai pris un peu de temps pour ça, mais je pense que c'était important. Et l'idée, évidemment, c'est que maintenant, chacun d'entre nous se décidions, mais on l'a déjà plus ou moins fait, à prendre en charge une séance et à rentrer dans le détail donc des notions de la séance, comment elles sont incarnées, et puis une proposition de déroulé. Alors, cette formation en août, voilà le programme qui a été proposé quasiment dans la convention. Et voilà, c'est un programme assez classique. Je pense a priori que c'est à la fois compliqué et pas tant que ça. C'est-à-dire que vous allez voir, l'idée, c'est d'alterner séances de pratique sur la ressource, sur les ressources qu'on veut que les enseignants prennent en main, des cours théoriques essentiellement sur astronomie et sur inaction, et puis faire observer des séances dans des structures partenaires. Ça, c'est la partie compliquée parce qu'il faut trouver les structures partenaires en août. Bon, j'ai déjà quelques idées, mais pas beaucoup, donc n'hésitez pas. Et voilà, typiquement le programme, vous voyez, de lundi à vendredi, en fait, chaque jour, on va pratiquer une séance, donc de la découverte. Donc le mardi, apprendre les saisons, la jour-nuit, qu'est-ce que j'observe depuis la Terre. On pourrait aller par exemple vers les lois de Kepler. Voilà, donc la partie qui est astronomie, qui pose peut-être pas encore trop de soucis pour commencer doucement. Le mercredi, la partie plus géométrique, donc là en fait la construction essentiellement. Le jeudi, la partie cinématique, qui n'est pas facile à appréhender.
On aurait dans la partie cinématique également, je pense, là, l'âge, hein, puisqu'en fait, cinématique, ce serait tout ce qui est notion de grandeur, durée, pardon, de durée, distance, vitesse. Voilà, donc il commence par l'âge pour les plus petits jusqu'à les relations de proportionnalité pour les plus grands. Et le vendredi, une réflexion justement plus globale sur comment tout ça peut s'intégrer dans un projet interdisciplinaire. Ça, c'est pour l'apprentissage des séances. Et en parallèle, quelques conférences. Donc, une conférence sur l'inaction dès le premier jour pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Une conférence sur l'astronomie le mardi. Un événement social le mercredi. Également en parallèle, des tests, j'espère, donc dans des établissements, dans des partenaires plutôt. Donc, un test le mardi, une expérimentation le mardi, une expérimentation le jeudi. Voilà. Et vous voyez, en fait, au début et à la fin, qu'est-ce que le projet Aristarchus pour vous? Pour avoir leur ressenti directement. Et également, au début et à la fin, des tests conceptuels pour voir leur apprentissage. Parce qu'en fait, il faut également prouver l'impact de cette formation sur les stagiaires. Donc, vous êtes tous et toutes, a priori, inclus dans l'équipe de formateurs. Après, comme c'est le 22-26 août, vous n'êtes pas forcément disponible. Et donc, je vous invite plutôt à me confirmer votre présence et votre intérêt pour participer à cette formation. D'ailleurs, vous pouvez même y participer presque en tant que stagiaire si vous ne vous sentez pas, pour le moment, l'expertise pour y participer en tant que formateur. Là, il n'y a aucun souci. Il faut juste me prévenir pour organiser la formation. Voilà. Donc, j'espère que ça a répondu aux questions. L'objectif, donc maintenant, c'est de continuer ce travail là de création des fiches, avoir quand même une version, même pas finie, même voilà, vous n'êtes pas content, mais quelque chose qui est lisible et qui permet surtout là pour mi-juin de clarifier les notions qui seront en jeu dans ces différentes parties-là. Voilà, merci, à bientôt.